Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Vacciner les 16 millions de Sénégalais coûterait à l'État du Sénégal au moins 1500 milliards de francs CFA, un montant estimé par le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, que vous entendrez dès le début de cette édition. Nous sommes allés voir des agents de santé cibles prioritaires du vaccin. Une grande partie veut être immunisée et montrer l'exemple. Cependant, un autre groupe se montre toujours prudent par rapport au vaccin. Grosse surprise dans la matinée au marché mercredi de la Gueule-Tapée. Les commerçants se sont vus refuser l'accès au site. Le marché hebdomadaire est désormais fermé pour éviter les grands rassemblements. Et si vous n'êtes jamais allé à Saint-Louis, ITV vous fait découvrir la capitale du Nord tout en restant chez vous. Momar Alisnian vous y amène dans quelques instants. Et les chiffres du jour font état de 9 décès, 198 nouvelles contaminations sur un total de 1709 tests effectués. 119 patients ont été déclarés guéris, mais 38 sont encore sous traitement. Vacciner tout le Sénégal coûterait à l'État du Sénégal au moins 1500 milliards de francs CFA. Ce sont des chiffres livrés par le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Et je rappelle que le Sénégal a adhéré à l'initiative COVAX de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et les pays signataires attendent un vaccin qui sera justement homologué par l'OMS. Aussi, notre pays est actuellement en pourparlers avec la Chine pour acquérir au moins 2000 doses ou 200 000 doses de son vaccin Sinopharm. Et nous allons tout de suite écouter le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, au micro de Sophia Ba. Effectivement, c'est des coûts. Tous les vaccins n'ont pas le même coût. Globalement, que les vaccins ont des coûts variables, n'est-ce pas? Pour les vaccins qui sont actuellement en vue, celui de, par exemple, de Pfizer, il coûte dans les 20 à 30 dollars. Celui de Moderna également, c'est pratiquement autour de 20 dollars. AstraZeneca, lui, c'est autour de 4 dollars. Chine, c'est Sinopharm. Celui-là, il coûte dans les 72 dollars. Et il y a le vaccin russe également, le Sputnik 5, qui coûtera 5 dollars. Nous avons décliné tous ces plans, la faisabilité et à l'étude pour pouvoir prendre en fonction du coût et de la disponibilité et des offres qui nous seront faites pour prendre un des vaccins que nous allons retenir. Mais pour dire seulement que ça va coûter, parce que si on prend une simulation simple, le coût le plus faible que le Sénégal peut avoir, si on vaccine qu'une partie de la population, c'est entre 19 milliards et 377 milliards. Si on décide de vacciner toute la population, on va partir de 88 milliards à 1597 milliards. Pour dire que c'est des vaccins coûteux, extrêmement onéreux. Et le vaccin très attendu cible en priorité le personnel de santé et les personnes avec des comorbidités. Ils sont nombreux, les travailleurs de la santé, à attendre d'être immunisés. Cela fait 10 mois qu'ils mènent une lutte ardue contre le coronavirus dans les hôpitaux et dans les centres de traitement épidémiologique. Toutefois, une partie de ce personnel de santé émet quand même une réserve. Voici donc le reportage de Aïssa Toukan avec Cher Diop. Moderna, la Russie, la Chine, entre autres, sont parmi les producteurs de vaccins contre la Covid-19. Ils sont sélectionnés selon la réponse de l'initiative COVAX, regroupant 170 pays, dont le Sénégal. Parmi les cibles prioritaires, le personnel de santé, une aubaine pour certains d'entre eux. Bon, disons, c'est une bonne aubaine dès lors que les agents de santé, ils sont premiers au front, comme on dit. Ils doivent, c'est les premiers remparts. Et bon, malgré, comme que dès lors que la Covid, c'est une maladie qui se transmet si rapidement, autant voilà, faire vacciner le corps médicalement. Bien qu'étant opportun, vu la recrudescence des cas graves, d'autres restent réfractaires au vaccin. Bon, je n'ai pas vu les résultats. Il y a toujours perte de vies humaines. Il y a les gens qui meurent. Pourquoi je dois me faire vacciner? Il y a d'autres mesures qu'on peut prendre qui peut nous éviter de faire le vaccin. Mais le vaccin, je ne suis pas partant. Je ne sais pas dans quelles conditions ce produit a été fabriqué, a été déposé. Et je ne veux pas d'emblée comme ça, on me dit qu'il y a le vaccin, je me fais vacciner. C'est inacceptable. Dr Tierno désapprouve le choix en priorité du personnel en contact avec les malades. Il y a le seul hic que j'ai retenu, c'est que
dimanche, sur une radio de la place, il y a une autorité du ministère de la Santé qui était invitée et qui disait que ce vaccin, s'il vient à Dakar, ça sera une vaccination ciblée. Il a cité entre autres beaucoup de catégories de travailleurs. Mais en ce qui concerne le domaine de la santé, si j'ai bien compris, il y avait une nuance dans ses propos, disant que c'est le personnel directement en contact avec les malades qui sera vacciné en premier et les autres on verra après. Mais je me dis que d'emblée ça doit être élargi à tout le personnel de santé parce qu'avant que ça n'arrive à ceux qui traitent directement les malades atteints de Covid, ça passe par les autres. Donc il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie entre ces groupes. Et que tous les personnels, de l'ambulancier au médecin, tout le monde doit être vacciné d'emblée. Le docteur demande aux autorités politiques et religieuses de se faire vacciner pour mettre en confiance le corps médical et les populations. Personnellement, je n'ai pas d'hésitation. C'est que il faudrait qu'il y ait des exemples. Les autorités qui se fassent vacciner devant tout le monde et qu'on vulgarise ces images dans tous les domaines, que ce soit des prêtres, des imams, des marabouts soi-disant, des autorités politiques de tout ordre et de toute hiérarchie. S'ils se font vacciner, les autres, et feront vacciner leur famille, les autres auront confiance et pourront adhérer facilement. Comme ce que j'ai vu dans un journal, là où dans une vidéo, le roi d'Arabie Saoudite lui-même qui se faisait vacciner. Alors ça, c'est la porte ouverte pour la confiance. Sur les 20 000 médecins au Sénégal répartis dans le public et le privé, certains semblent indociles. En attendant le vaccin, Dr Thierno demande une assistance raisonnable pour les malades qui ont les signes de la Covid-19 et qui ne peuvent pas bénéficier d'une prise en charge dans les CTE. Rappelons que le port de masque est obligatoire. Le grand public utilise généralement deux types de masques. Ceux en tissu fait maison ou fabriqués par des industriels et masques chirurgicaux. Et justement, ces derniers sont d'ailleurs les plus utilisés actuellement et les spécialistes recommandent de les jeter au bout de 4 heures d'utilisation. Cependant, tout le monde ne respecte pas ce principe, Seynabou Babou. Aux abords du marché de Fass, nous rencontrons Ibrahima, la trentaine. Il a son masque chirurgical depuis 48 heures. Honnêtement, je change mon masque que quand je remarque que c'est sale. Celui que j'ai actuellement, ça fait 2 jours que je le porte. Je n'y prête pas trop attention. Pour moi, le plus important, c'est de porter un masque. Serigne est sans masque. Ses amis et lui ne respectent pas les mesures barrières. Ce jeune homme, lui, porte un masque pendant toute la semaine. Je n'ai pas l'habitude de changer de masque tous les 4 heures. Je le fais juste quand je vois que c'est sale et que je ne peux plus le mettre devant tout le monde. En changer chaque 4 heures est impossible aux yeux de Malik. Non, t'as moment de changer chaque 3 heures de temps. Donc, masque bi may taxé pour... J'utilise un masque pour toute la journée. Changer de masque toutes les 4 heures, franchement, je ne peux pas le faire. C'est trop cher. Déjà, nous sommes obligés de porter des masques et cela fait maintenant 9 mois que nous vivons avec ces consignes. Mais quant à changer de masque toutes les 3 heures, ça sera très difficile pour moi. À 3 heures de temps, si nous changer masque, c'est difficile. La durée de vie des masques chirurgicaux est plus flexible qu'on ne le pensait au début de la pandémie. Depuis peu, ils sont révélés lavables selon des spécialistes d'ici et d'ailleurs, de quoi réconforter beaucoup de Sénégalais pour qui il est difficile d'en changer toutes les 4 heures, comme l'indiquaient les médecins au départ. Et va-t-on vers une nouvelle fermeture des écoles? Le gouvernement n'a pas encore affiché une position claire sur la question. Nos équipes se sont rendues dans une école maternelle et sur place, les responsables n'envisagent pas encore cette possibilité. Les détails avec Adam Assar. La montée en flèche du nombre de décès liés à la pandémie de Covid-19 est devenue inquiétante. Nous sommes à l'école maternelle publique de la Gueule-Tapée. Ici, toutes les mesures sont prises pour protéger les enfants. À l'école maternelle, on essaie de prendre nos dispositions pour nous protéger d'abord et pour protéger les enfants. Avant de prendre leur goûter, ils vont se laver les mains et prendre leur goûter. Après la récréation aussi, la même chose. Les enfants vont sortir dehors. En rentrant, ils vont se laver les mains.
Maintenant, quand les parents viennent pour chercher les enfants, les parents aussi se lavent les mains ou bien on leur donne du gel hydroalcoolique. Quant à l'idée selon laquelle les enfants doivent rester à la maison en cette période de pandémie, la directrice de l'école maternelle de la Gueule-Tapée pense le contraire. On peut les laisser à la maison, on peut aussi les laisser venir à l'école. Parce que même à l'école aussi, on prend nos dispositions pour protéger les enfants. Donc, je ne pense pas que laisser les enfants à la maison serait la solution idéale. Au mois de mars, le président Macky Sall avait pris la décision de fermer les écoles pour contenir la propagation de la première vague de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, avec 489 décès enregistrés dans la deuxième vague du coronavirus, aucune décision de fermeture des écoles n'est encore prise dans ce sens. Et voici une autre conséquence de la pandémie. Plus de marché mercredi désormais. Le site de la Gueule-Tapée est fermé à partir d'aujourd'hui pour éviter les rassemblements. Mis devant le fait accompli, les commerçants dénoncent fortement cette décision de la mairie de la Gueule-Tapée face Colobane. Ils se sont exprimés dans ce reportage de Aïssatou Diak sur des images de Seydina Mbaye. Gueule-Tapée, sans grande surprise, le marché hebdomadaire du mercredi est vidé de son monde. Les commerçants désapprouvent la fermeture des lieux, fermeture anormale aux yeux de certains d'entre eux. Nous sommes des Sénégalais, nous devons être considérés par le gouvernement. Pourtant, les autres marchés sont ouverts, il y a du monde là-bas. Au moins, ils pouvaient nous permettre d'ouvrir parce que sans ces activités, nous n'avons pas de revenus. Et pourtant, indique-t-il, d'habitude, le commerce marche bien en période de fraîcheur, notamment pour la friperie. Le commerce marche fort en cette période de fraîcheur. Les autorités pouvaient au moins nous permettre d'ouvrir le marché en respectant les mesures barrières. La déception pour ce client, Galas Diop est venu acheter des pulls pour ses enfants. Moi, j'étais venu acheter des habits pour mes enfants parce qu'il fait très froid. Les enfants ne peuvent pas porter les mêmes habits qu'ils mettaient en période de chaleur. Et puis, la friperie n'est pas du tout chère. Ça aide les gens qui n'ont pas de moyens. Le secrétaire général de l'association des marchands tabliers de Gueule-Tapée soutient que le secteur informel est peu considéré. Maintenant, nous comptons lancer un plaidoyer à l'endroit du président de la République du Sénégal, au premier chef et au ministre de l'Intérieur, ainsi que le ministre du Commerce. Seulement que c'est des questions qui concernent les marchands tabliers du Sénégal, d'une manière générale. Nous avons constaté que, vu le rôle que nous jouons dans l'économie du pays, étant donné que le secteur informel représente les 49% du PIB, mais nous avons noté un manque de considération notoire de la part de l'État actuel du Sénégal. Le marché mercredi, l'un des plus grands rendez-vous hebdomadaires du genre, fermé à cause du coronavirus. Décision qui, malgré tout, n'enchante pas les vendeurs. Et dans le reste de l'actualité, les travaux de réfection du stade Caroline Faye d'Humbourg doivent bientôt démarrer. Une délégation du ministère des Sports a visité les lieux pour évaluer l'état de dégradation. Et voici le directeur des infrastructures, Cher Ahmed Tiyansar, au micro de Muntaga Khan. C'est une ville sportive. Et aujourd'hui, il n'est pas question, en tout cas, de laisser ce stade dans cet état. C'est pourquoi nous sommes là. Et le travail va démarrer bientôt. Et l'équipe, tout à l'heure, sera sur le terrain pour faire le diagnostic nécessaire. Comme nous l'avons vu, en tout cas, lors de la visite, l'éclairage, il y a des problèmes au niveau de la pelouse, mais aussi de la sonorisation. Tout sera, en tout cas, repris. Tous ces problèmes seront repris par l'équipe technique qui est là. Je suis accompagné de cette équipe, mais aussi des techniciens du ministère des Sports. Et je pense que
Aujourd'hui, au sortir de cette mission-là, les équipes pourront revenir. Et cette équipe va rester pendant 3 ans avec nous au Sénégal. Et l'objectif, c'est aujourd'hui de réparer, de réhabiliter, mais de rester avec nous pour assurer le suivi. À chaque fois qu'il y a un problème, ils vont intervenir. Ce qui permettra en tout cas d'avoir une viabilité de l'infrastructure. L'ancien Premier ministre du Mali était l'invité de diplomatie sur e-radio ce mercredi. Face à Mame Abdou Gueye Kassé, Boubou Cissé a dit qu'il ne cherche absolument pas à fuir la justice de son pays, mais il est à l'abri quelque part. On l'écoute. Donc, je ne sais pas pourquoi cette question est au centre de ce qui arrive ou de ce qui m'arrive. Malheureusement, pour ceux qui sont incarcérés, comme pour moi, ça semble être le cas et je ne comprends pas. Ce que je sais, c'est que je viens de passer 7 ans au service de mon pays, au service de l'État de mon pays, 7 ans où j'ai aidé comme j'ai pu, et 7 ans où j'ai pu aussi découvrir les réalités de la vie politique malienne. Ces derniers mois ont été assez éprouvants. Et il y a eu les crises, il y a eu le coup d'État, j'ai été détenu pendant 52 jours, et maintenant cette nouvelle épreuve d'accusation de vouloir déstabiliser les institutions de mon pays. Donc là où je suis aujourd'hui, j'aspire à passer du temps, à profiter déjà de ma famille, à me reposer. Je souhaite voyager un peu pour changer d'air. Donc cette question ou cette éventualité, cette question liée à mes ambitions présidentielles, ce n'est vraiment pas ma préoccupation du moment. Les ambitions présidentielles qu'on me prête sont au centre de cette affaire et expliquent leur sort aujourd'hui. Donc c'est vraiment là mes préoccupations du moment. Et des casques bleus sénégalais ont subi une attaque aujourd'hui dans la matinée au quartier PK12 à Bangui en République centrafricaine. Le bilan fait état d'une civile tuée et des forces armées centrafricaines blessées. Le porte-parole de la force de la MINUSCA assure que la situation est sous contrôle. Le lieutenant-colonel Abdul Aziz Fall, joint par Amago Robernian. Donc ce matin à Bangui, nous avons été réveillés par des coups de feu aux environs de 6 heures du matin, suite à une attaque lancée par les éléments armés de la coalition CPC sur les positions de la MINUSCA au point kilométrique 12 sur l'axe qui va au nord de Bangui vers Bossembé. Suite à cette attaque, les casques bleus qui étaient déployés sur ce point ont vigoureusement riposté et ont rapidement reçu des renforts d'autres unités. Et ainsi en liaison avec les forces armées centrafricaines et leurs partenaires binationaux, ces différentes parties prenantes ont pu contenir les assaillants et les repousser hors de Bangui. Donc à l'heure je vous parle actuellement, il est 11h, nous n'entendons plus de coups de feu comme ce fut le cas ce matin. La mission a également mis en œuvre des moyens aériens pour venir en appui à ces unités au sol et la combinaison de ces efforts a permis de repousser les assaillants. Donc c'est le lieu de rappeler que ces éléments armés s'adonnent à des attaques sur les positions des forces armées centrafricaines ainsi que celles de la MINUSCA depuis l'offensive qu'ils ont lancée le 18 décembre passé. Et notre rubrique Découverte nous emmène aujourd'hui dans le nord du Sénégal, Saint-Louis, la vieille ville emblématique, symbolique à découvrir donc dans ce nouveau numéro de Découverte et c'est signé Momar Alisnian. Ville classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, Saint-Louis du Sénégal fut fondée vers 1659. Auparavant, elle fut première capitale de l'Afrique occidentale française et première capitale du Sénégal juste après les indépendances. Son nom lui a été donné par les Français en l'honneur de leur roi Louis XIV. Le visage de Saint-Louis porte la marque du gouverneur Faidherbe, à qui elle doit son aménagement urbain. L'île de Saint-Louis est aussi appelée la Venise d'Afrique à cause de l'eau qui l'entoure. Cette île est composée des quartiers nord et sud, séparés par la place Bayadar et le palais de la gouvernance. L'île de Saint-Louis est enfermée par un système de quais qui servent de référence à toutes les rues. Le charme de la vieille cité est aussi dans son style architectural,
Les maisons à balcons en bois, les résidences des Belsignards rappellent l'époque coloniale. Devenu aujourd'hui l'emblème de la vieille cité, le pont Faidherbe, avec ses 7 travées, a été inauguré par le gouverneur André Lebon le 19 octobre 1897. Les nombreux sites historiques retraçant le passage du colonisateur et la douceur de son climat ont fini de faire de la vieille ville une destination prisée par les touristes. Mais à cause de la pandémie de coronavirus, le tourisme saint-louisien souffre actuellement énormément. Merci beaucoup à notre correspondant à Saint-Louis, Momar Alisnian. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Un merci à toute l'équipe de la régie. Dans un instant, la suite de la Total Bloc d'information avec Cheikh Hassan Fall. Et je vous donne rendez-vous demain, 19h45 pour l'édition du soir.